Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique où nous allons maintenant voir d'un peu plus près les règles de manipulation des amplitudes. Historiquement, la mécanique quantique fut élaborée par Heisenberg selon une construction très abstraite qui n'eut pas immédiatement un impact important, puis par Schrödinger qui trouva une équation qui décrit en fait l'évolution des amplitudes, une équation différentielle qui ressemble très fort à une équation telle que pour les ondes électromagnétiques ou les ondes sonores, et qui était bien connue des physiciens. Donc, cette approche accrocha très vite, et très vite, de nombreux physiciens réalisèrent un tas de calculs pour résoudre cette équation dans des tas de situations plus ou moins compliquées. Parallèlement à ça, Dirac et Born découvraient d'autres aspects qui n'étaient pas repris par l'équation de Schrödinger, comme le spin, et d'autres règles de manipulation des grandeurs, des amplitudes. Ce qui ont conduit à ce que l'on appelle parfois de la mécanique quantique avancée. Cette structure est souvent conservée dans les cours et dans les livres de mécanique quantique. On commence par un rappel historique, quelques éléments concernant le principe d'incertitude, puis l'équation de Schrödinger, on apprend des mathématiques très compliquées, puis après on apprend la mécanique avancée. Richard Feynman a souligné que ce n'était peut-être pas la meilleure approche pédagogique, que ce que l'on appelle la mécanique avancée était en réalité quelque chose de fort simple. On pouvait avoir une approche générale, utilisant des notations très simples, très faciles à comprendre. La seule chose dans cette approche, c'est qu'il faut renoncer à certaines choses, renoncer à décrire des objets comme les particules en termes de position exacte, de vitesse exacte. Mais ça, je pense que maintenant vous commencez un peu à en avoir l'habitude. Il nous faut raisonner de manière un peu plus abstraite. Alors on peut avoir deux approches. Une qui est très physique, on présente un tas d'expériences et on donne des descriptions qualitatives, assez grossières. Et la deuxième, une approche très abstraite, purement mathématique. La première peut apporter un peu d'insatisfaction parce qu'elle peut donner l'impression de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre. De se dire, mais pourquoi certaines choses sont comme ça? Et l'approche abstraite a le défaut d'être trop éloignée du monde physique et de laisser là aussi une insatisfaction dans le sens où on sait peut-être faire des beaux calculs, mais on ne comprend pas ce que ça signifie. Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu. C'est ce que Feynman a fait, c'est ce que nous allons faire. Nous allons le suivre dans sa façon de présenter les choses. Reprenons l'expérience de Young. On a une source, une paroi avec deux fentes, 1 et 2, et une cible sur laquelle les particules viennent laisser une trace. Chaque particule a une certaine probabilité de heurter la paroi. Celle passant par la fente 1 a une probabilité P1 de venir heurter la paroi. Celle passant par la fente 2, une probabilité P2. Et quand les deux fentes sont ouvertes, on a des figures d'interférence et une probabilité P1,2 de venir heurter la paroi à tel ou tel point. On prendra pour l'exemple un point X donné en disant quelle est la probabilité qu'une particule vienne heurter le point X. Alors, nous avons vu qu'on pouvait exprimer ça avec des amplitudes. Alors ça sera la première règle de cette nouvelle représentation. L'amplitude peut être représentée, la probabilité peut être représentée par une amplitude, qu'on peut noter phi, et la probabilité est donnée par le carré du module.
C'est une chose que nous avions vue. Dirac a inventé une notation très simple. Je vais vous la présenter parce qu'elle est vraiment simple et parce qu'elle sera utilisée tout le temps. Et on est utilisée partout en mécanique quantique, on la rencontre dans tous les coins. On va représenter l'amplitude par une notation comme ceci, avec 2 crochets et une barre. Ceci est appelé la barre et la flèche est appelée un quête et le crochet. Et l'autre crochet est appelé un bras, donnant un bracket, qui veut dire crochet en anglais. Ici, on dit que ça, l'amplitude pour partir de S, et pour arriver en X. Je représente l'amplitude comme ça, partir de S pour arriver en X. Vous noterez qu'on écrit de droite à gauche, c'est une simple convention. On l'écrit souvent de manière plus résumée, X, bar, S, voilà. Cette jolie notation dit, on part de S pour arriver en X, et ça c'est l'amplitude. Ne pas oublier que c'est un simple nombre, bon, un nombre complexe, mais un simple nombre. C'est une notation très simple et très très utilisée. Ensuite, nous avions vu que P12 est la somme donnée par la somme de 2 amplitudes. L'amplitude pour atteindre X en passant par 1, phi 1, et l'amplitude X pour arriver en X en passant par 2, amplitude phi 2. Et P12 est donné par phi 1 plus phi 2, on prend module au carré. Et ça sera notre deuxième règle. Si la particule a 2 voies pour aboutir à un événement, on observe un impact en X, l'amplitude totale est donnée par la somme des 2. Ainsi, la probabilité pour arriver en X en partant de S est simplement donnée par l'amplitude en X en partant de S via le trou 1 plus l'amplitude pour arriver en X en partant de S en passant par le trou 2. C'est la deuxième règle, pas bien compliqué. On fait la somme des amplitudes pour les différents chemins possibles. Remarquez que le trou n'est pas ponctuel. On pourrait se dire, il y a une certaine amplitude pour que la particule passe par le bord supérieur du trou, ou par le milieu, ou par le bas. C'est vrai? On peut compliquer à l'envie. Si on voudrait détailler, il faudrait tenir compte de ça. Mais ça compliquerait les choses sans réellement rien apporter ici. Ici, faisons simple. Tout ce qu'on veut, c'est dégager ces règles générales de manipulation des amplitudes. On a une troisième règle. La particule a une certaine amplitude pour arriver ici, au trou, au premier trou. Et puis une certaine amplitude pour arriver en X. Dans ce cas, l'amplitude totale pour partir de S pour arriver en X est donnée par le produit. C'est la troisième règle. L'amplitude pour arriver en X en partant de S via 1 est donnée par l'amplitude pour arriver en X en partant de 1
et l'amplitude pour arriver en S, en 1 en partant de S. D'où vient cette règle de multiplication? Ben, on peut la déduire des probabilités. Si la probabilité est d'une chance sur 2 qu'elle arrive là, et qu'une fois passée, elle a une chance sur 2 d'arriver là, eh bien en tout, elle aura une chance sur 4 en partant de là d'arriver là. C'est comme tirer 2 fois pile ou face. On fait simplement le produit, 1,5 fois 1,5. Et comme le produit, prendre les modules et lever au carré préserve le produit de probabilité ou le produit des amplitudes, ça revient au même. On retrouve cette règle. Notez que là aussi on pourrait compliquer, on pourrait dire, bah oui, elle a une certaine amplitude pour arriver jusqu'au trou, et une certaine amplitude pour partir du trou jusqu'au X, ben elle a aussi une certaine amplitude de passer dans le trou. On pourrait compliquer à l'infini. Et ici on peut dire, ben, simplement, on dit, celle-là, c'est l'amplitude pour partir de S, arriver en 1 et passer à travers le trou. Notez à nouveau qu'on écrit de droite à gauche. Hein. C'est une convention. Il faut juste s'y habituer un petit peu. Et l'amplitude totale est la somme des deux, donc X, pour arriver en S, est simplement X, X1, 1, S, plus X2, 2, S. C'est très simple. Donc, supposons maintenant que l'on complique un petit peu l'expérience. Ça permet, on va voir que cette notation permet de prendre en compte des choses parfois assez compliquées. On rajoute une paroi avec 3 trous. Le trou A, le trou B et le trou C. Alors vous pourriez faire le calcul avec des ondes et calculer toutes les interférences qui se produisent en passant par 2 trous puis par 3. Ça donnerait des calculs assez complexes. Mais il y a une autre manière de faire, c'est de se dire, il y a 6 chemins possibles. La particule peut passer par 1, puis par A avant d'arriver en X, ou par 1 et par B et arriver en X, ou bien par 2 et puis par A et arriver en X, et ainsi de suite. Et donc, on peut écrire l'amplitude comme X, A, 1, S, plus X, B, 1, S, plus, etc. Est-ce que vous le voyez, ça, sur l'image? C'est un petit peu bas. Un petit peu trop bas sur l'image. Ça va. Et donc, chaque somme comme ça, il y a 6 termes en tout, puisqu'il y a 6 chemins possibles. Il faut vérifier les règles de consistance de telle notation. C'est pas très difficile. Vous pourriez dire, tiens, quelle est l'amplitude pour une particule venant de A d'arriver en X? Une venant de B, une venant de C, puis tout combiner et voir que si vous combinez tout, vous obtenez l'expression finale. C'est pas très compliqué. Et c'est consistant, tout comme bien. Je ne veux pas m'amuser à vous entraîner dans des calculs simples, mais un petit peu fastidieux. Alors, ça c'est bien joli, mais pour considérer une situation réelle, comment est-ce qu'on calcule ces nombres?
X1, 1S, etc. Mais ça, nous ne sommes pas encore capables de le voir. Nous le verrons. Alors, pour vous donner un avant-goût, supposons qu'une particule va du point R1 au point R2. Séparé par la distance R1,2. Quelle est l'amplitude pour une particule libre? Donc on n'interagit pas avec, elle va simplement de 1 à 2, de R1 à R2. Eh bien, l'amplitude, elle est donnée par une fonction qui dépend de l'impulsion de la particule et de la distance à parcourir, divisée par R1,2. Et cette fonction, vous vous rappelez le plan complexe, la partie nombre réel, la partie nombre imaginaire. C'est un nombre complexe qui, en fonction de la distance R1,2, a un angle plus ou moins important. Donc, un peu comme une flèche qui tourne au fur et à mesure du parcours. Inutile de vous donner la notation mathématique pour ça. Hein. C'est un petit peu trop compliqué. Pour cette présentation, ce n'est pas des outils mathématiques très complexes, hein. C'est des exponentielles, des cosinus, des sinus, mais bon, ici je ne veux pas aller aussi loin au niveau mathématique, on se limite à des additions, des multiplications, c'est déjà bien. Donc en fonction de la distance, c'est comme une simple flèche qui tourne, et c'est simplement parce que c'est une fonction d'onde, une fonction comme pour une onde, divisée par R1,2. Ce n'est pas des fonctions très compliquées. Alors, il me reste deux petits détails. Alors, d'abord, on pourrait être tenté de voir justement cette onde comme une onde corpusculaire, une onde de corpuscule. C'est pas une très bonne idée. Parce que si vous avez deux particules, vous n'avez pas deux ondes. Si vous avez deux particules dans un phénomène quelconque, par exemple deux particules dans cette expérience, vous avez un événement, par exemple, l'amplitude que la première particule passe par A et vienne en X, et que la deuxième particule passe par B et vienne en X. Les deux particules arrivent en ce point, et ça c'est l'événement pour lequel vous voudriez avoir l'amplitude. Cette amplitude va dépendre des caractéristiques des deux particules. Par exemple, si on a une particule en R1, une particule en R2, l'amplitude va dépendre des deux coordonnées à la fois. Comme c'est les coordonnées X, Y, Z, hein, les trois directions de l'espace, ça fait 6 coordonnées en tout. C'est une fonction de 6 coordonnées. Ce n'est pas deux ondes corpusculaires, c'est une onde plus complexe, plus compliquée. Et si vous avez l'amplitude que la première particule arrive en X en venant de A, et l'amplitude que la deuxième particule arrive en X en venant de B, si ces deux particules sont indépendantes, elles n'interagissent pas, ne se heurtent pas, ne se repoussent pas, alors l'amplitude totale, qu'elles arrivent toutes les deux en X, de cette manière, c'est simplement le produit des deux. Là, peu importe que ça soit gauche ou droite, XA fois XB. Là aussi, c'est une question de produit des probabilités. Hein. Les probabilités indépendantes se multiplient. Et déjà ça peut conduire à des comportements tout à fait non classiques. Et des phénomènes tels que l'intrication, nous en reparlerons de cela. Donc il faut éviter de coller des images trop simplistes à ces représentations. Il faut faire attention. Un dernier détail, vous pouvez étudier ce qui se passe par exemple à partir de cette paroi-là, A, B, C, jusqu'en X, et supposons que quelqu'un ne vous a pas dit ce qu'il y avait avant. Les panneaux, ici, avec les trous. Ça n'a aucune importance, hein. Si vous connaissez les amplitudes pour aller de A en X, de B en X, et de C en X, les amplitudes pour arriver en A, en B ou en C, peu importe comment ils y sont arrivés,
L'amplitude pour arriver en A, c'est un simple nombre complexe. En B, un autre nombre complexe. En C, un autre nombre. Vous avez besoin de 3 nombres. Et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de tout le détail qu'il y a avant. Ces 3 nombres suffisent. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est ce qui rend vraiment cette approche, cette description très simple. On peut souvent se passer de beaucoup de détails. Si on vous donne certains nombres, quelques nombres, vous pouvez calculer tout ce qui suit sans devoir vous préoccuper d'un passé très compliqué éventuellement pour les particules. Avec ça, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Alors, on a encore quelques règles à voir pour les amplitudes, mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Merci.